Alors, le sommaire, on va voir les règles du jeu, les droits et les devoirs des parties prenantes, les comportements à avoir pour réussir son audit et les astuces pour réussir son audit. Évidemment, à la fin, vous aurez la possibilité de poser vos questions concernant tout ce qui est autour de l'audit. Elles seront bienvenues, donc il y aura un quart d'heure pour poser vos questions. Alors, les règles du jeu et droits et devoirs des parties prenantes, peut-être que Sarah, je te laisse présenter les règles du jeu concernant les auditeurs. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que les auditeurs, eux, déjà, ils ont une règle, la règle primordiale, c'est l'impartialité. Ils ont un devoir de confidentialité. Sachez que tout ce qui se dit en audit restera en audit. Les seules personnes qui vont prendre connaissance, ce sont éventuellement les membres du comité de décision, les gens qui vont relire le rapport. Mais effectivement, tout ce qui se dit dedans reste confidentiel. Voilà, il y aura pas de fuite d'informations ou quoi que ce soit. Tout est confidentiel. Et donc, évidemment, l'indépendance et l'intégrité. Les auditeurs sont des personnes qui ont une compétence particulière dans le domaine dans lequel ils interviennent. C'est-à-dire que déjà pour être auditeur, il faut déjà avoir au moins 2 ans dans le domaine de la formation, que ce soit en tant que formateur, en tant que dirigeant d'un organisme de formation. Donc déjà, ils ont une compétence dans le domaine de la formation et en plus, maintenant, ils nous demandent des compétences sectorielles par catégorie d'action de formation, bilan de compétences, VAE ou CFA. Donc, on n'enverra pas un auditeur auditer un CFA s'il n'a absolument aucune connaissance des CFA. Ça, voilà. Ça, c'est nouveau. Oui. Ouais, c'était pas exigé avant. Et là, j'ai eu mon audit interne il y a 3 semaines. Et on m'a dit que le COFRAC mettait l'accent là-dessus. Donc maintenant, on a mis ça en place. Et donc, je pense que ça va passer par... donc le COFRAC, pour ceux qui ne seraient pas français, qui est l'instance qui se positionne au-dessus des organismes certificateurs et qui est l'instance qui va régulièrement auditer les organismes certificateurs tels que Atalia, qui sont référencés sur la liste du gouvernement. On pourra vous donner la liste, mais qui du coup sont eux-mêmes audités régulièrement pour voir si les audits qu'ils tiennent répondent aux exigences du COFRAC. C'est bien ça, Sarah ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on vous audite. Alors, il y en a qui considèrent que c'est exigeant, etc. Ce que je peux comprendre, pour un organisme, pour les indépendants, etc. C'est un petit peu exigeant. Mais faut savoir que nous aussi, on est audité. Nous aussi, on vérifie notre travail, on vérifie qu'on applique les règles. Donc voilà, on vérifie que nous aussi on applique les règles. Donc quand on vous dit que c'est une journée d'audit, parce que c'est l'arrêté ou le décret qui a fixé les durées, quand on vous dit que c'est une journée d'audit, le COFRAC va vérifier qu'on a bien respecté la durée d'audit. Donc ils vont vérifier dans le plan d'audit, ils vont vérifier si c'était en distanciel, les durées de connexion, etc. Et ils vont vérifier beaucoup de choses. Donc nous aussi on est dans l'obligation de répondre aux arrêtés, aux décrets et de respecter les règles aussi, quoi. D'ailleurs, à ce sujet, Sarah, j'ai fait un audit la semaine dernière et j'ai découvert que ça pouvait pas maintenu, c'est-à-dire que si vous avez une journée d'audit qui est prévue par rapport au terme qui devait être défini par rapport à votre catégorie, à votre chiffre d'affaires, etc. Si la journée n'est pas respectée, ça peut être considéré comme une journée, une non-conformité. D'accord. Mais j'avais pas cette information-là. Après, c'est vrai qu'il y a plein de petites particularités qu'on n'a pas tous, qu'il y a certains certificateurs ont, pas d'autres. Parce qu'en fait, quand on se pose des questions, alors si c'est des questions sur le référentiel d'accréditation, on demande au COFRAC. Si ce sont des questions qui dépendent des arrêtés, des décrets ou du référentiel, du guide de lecture, dans ce cas-là, on demande à la DGEFP. Et donc, effectivement, chaque certificateur prend le soin, des fois, de prendre contact avec la DGEFP pour obtenir des informations, par exemple, sur la compréhension d'un indicateur. Mais ça, c'est propre à chaque certificateur. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai déjà pris contact avec la DGEFP pour avoir des informations, par exemple, sur l'indicateur 2, sur l'indicateur 30, des choses comme ça. Mais du coup, moi, je me sers des réponses que la DGEFP m'a données. Mais si les autres certificateurs n'ont pas demandé les informations, ils n'appliquent peut-être pas la même chose. Donc, il faut savoir que voilà, on a des règles générales qui sont définies
que tous les certificateurs sont censés respecter. Et ensuite, voilà, chacun adapte un petit peu, chaque certificateur adapte un petit peu en fonction des connaissances qu'il a via la DGEFP. Et du coup, adapter, c'est demander, exiger aux auditeurs d'avoir une certaine rigueur. Et effectivement, la rigueur est définie par chaque organisme certificateur, même si la règle est pour tout le monde. C'est comme le dit Sarah, c'est plus l'organisme certificateur a été curieux, a fait des demandes, s'est rapproché de la DGFP, plus il a d'informations et il peut être conforme au COFRAC, et plus derrière il va avoir des demandes rigoureuses auprès de ses auditeurs. Ouais, tout à fait, c'est ça. Donc nous, c'est vrai que les règles, elles sont pas, c'est-à-dire qu'elles sont pas définies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, le COFRAC, comme la DGFP, n'exige pas que dans les rapports d'audit, il y ait ci ou ça, ou qu'il y ait une précision infime, mais nous, on le demande. Parce que effectivement, le COFRAC nous dit que voilà, si on a un rapport, parce qu'à vrai dire, on pourrait juste mettre indicateur de conforme, non conforme, voilà, on pourrait juste mettre conforme, non conforme. Mais en fait, nous, le COFRAC nous dit que voilà, comment prouver la réalisation effective de l'audit si il y a très peu d'éléments de preuve dans les rapports, si voilà, effectivement, ce qui se comprend. Donc maintenant, de toute façon, avec le nouveau l'arrêté du 31 mai plus la nouvelle version du guide de lecture, maintenant, de toute façon, on est obligé d'avoir des rapports qui sont relativement concis et précis. Donc, si les auditeurs vous posent des questions précises, c'est parce que nous, dans les rapports, on exige des éléments précis. Voilà. On peut peut-être préciser justement que ces éléments précis, c'est que l'auditeur doit d'abord présenter, donc écrire le processus que vous mettez en place, et ensuite indiquer de manière très précise les nominations des documents que vous présentez, même si dans un cadre de confidentialité et d'intégrité, il n'a pas le droit de récupérer les documents. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'audit, ça va se présenter sous la manière d'un échantillonnage. Donc, c'est-à-dire que l'auditeur va vous demander, par exemple, les dernières sessions de formation qui sont à réaliser. Le but, c'est pas de remonter très loin, c'est de regarder dans les dernières sessions. Par exemple, j'ai n'importe quoi, une formation de session, une formation en management qui s'est terminée en octobre. Il va prendre cette session-là. Et puis, il y avait par exemple 5 participants. Il va regarder, par exemple, le participant Monsieur B. Et il va suivre Monsieur B sur tous les indicateurs, en vérifiant que lors de cette session-là, Et donc, on va demander les process pour chaque indicateur. Et ensuite, il y a les éléments de preuve. Il va devoir marquer les éléments de preuve, donc effectivement, les documents qui ont été observés. Ok. Donc là, déjà, vous voyez, vous avez quelques éléments concernant la position des auditeurs. Et du coup, et juste pour finir sur les auditeurs, donc ce ne sont pas les auditeurs qui prennent les décisions. Ils donnent un avis favorable. Et peut-être que Sarah, tu peux nous expliquer la suite, parce qu'en fait, les organismes ne voient pas ce qui se passe. Bien sûr. Alors, les auditeurs, effectivement, émettent un avis. Et ensuite, c'est un comité de décision qui se réunit et qui prend la décision de délivrer la certification ou non. Donc, si jamais, par exemple, à la suite de l'audit, ou même à la fin de l'audit, vous trouvez qu'il y a des indicateurs qui ont été jugés non conformes et vous n'êtes pas d'accord avec ces écarts-là, vous avez tout à fait la possibilité de prendre contact avec l'organisme certificateur directement en expliquant que vous n'êtes pas d'accord sur tels indicateurs. Et effectivement, de toute façon, le comité de décision repasse sur chaque indicateur, sur ce qui est marqué, sur chaque écart. Et il arrive qu'il y a des écarts que le comité juge abusifs. Et donc, les écarts sont automatiquement enlevés du rapport. Alors ça, on va revenir sur les recours, mais ce qui est important, c'est de voir que effectivement, l'auditeur va d'abord faire son rapport, que son rapport va être lu par la commission, que la commission peut demander à l'auditeur des compléments d'information parce que va juger inutile, va juger pas assez complet l'audit. Donc, il faut savoir que vous pouvez, en tant qu'organisme de formation, être sollicité après la venue de l'auditeur, de sorte à compléter les informations, et que c'est la commission qui va se réunir, lire, comme le disait Sarah,
tous les indicateurs pour prendre la décision de vous donner l'audit. Donc, ce qui est important, c'est de savoir si l'organisme, combien de commissions il y a, pour savoir dans combien de temps vous aurez votre audit, par exemple. Ça, c'est important. Chez Atalia, par exemple, il y a bien de commissions. On a un comité par semaine. Donc, nous, on a un comité toutes les semaines. Voilà, en général, c'est le mardi. Donc, après, ça dépend. Il y a certificateurs, c'est toutes les 2 semaines. Voilà, ça dépend aussi du nombre de dossiers. Ça dépend, voilà. Mais voilà, donc c'est une question à poser. C'est une question à poser qui vous permet aussi de définir vers qui vous allez en fonction pour savoir si vous allez passer rapidement. Voilà. Donc là, c'était la partie auditeur. Je vais reprendre la main sur la partie auditée. Je vais essayer de parler lentement parce qu'apparemment ça hache. Les audités, pour les règles du jeu, c'est de la coopération. Faut se dire que l'auditeur, quand il vient, c'est encore la partie auditeur, mais quand il vient pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. Il vient pour observer un processus, il vient pour observer, pour regarder et pour prendre note de la façon dont vous fonctionnez. Et du coup, vous devez être dans ce mode de coopération. Alors parfois c'est compliqué parce qu'il y a les personnes. Si vous ne comprenez pas une question, eh bien vous pouvez expliquer que vous ne comprenez pas pour que la question soit posée différemment, de sorte que vous la compreniez. L'auditeur a intérêt que vous compreniez sa question pour que vous puissiez lui amener les réponses qui vont lui permettre d'évaluer votre niveau de conformité. Donc tout ça doit être fait en transparence. Avec l'ensemble des éléments que vous avez amenés. Et puis derrière, en fait, en tant qu'audité, si effectivement il y a des anomalies, eh bien, il faudra corriger ces anomalies qu'on appellera des non-conformités. C'est pas la fin du monde d'avoir des non-conformités. Il y a même des auditeurs, moi je sais, alors je suis auditrice également, mais il y a des auditeurs et même des organismes certificateurs. Moi j'ai entendu un organisme certificateur, c'était pas Atalia, mais j'ai entendu un organisme certificateur qui disait, à la limite, quand vous mettez un audit avec une non-conformité, ça prouve que vous avez été jusqu'au bout. Ça les rassure. Bon. Et en tant qu'auditeur, il faut que je regarde, que je vérifie que l'auditeur a aussi la pression d'être rigoureux parce qu'il sait qu'il va être audité comme on vous l'a expliqué après. Donc, il faut que vous puissiez répondre aux recommandations puisque en fait, l'auditeur n'est pas là pour donner du conseil. Mais par contre, effectivement, naturellement, il va y avoir des informations que vous allez pouvoir récupérer et dont vous allez pouvoir vous servir et noter pour pouvoir faire évoluer votre système d'amélioration continue et présenter vos améliorations lors des audits de suivi. Enfin, il faut respecter les délais. Donc, vous avez reçu normalement 1 semaine, parfois 15 jours. Chez vous, c'est combien, Sarah ? Avant l'audit les délais pour recevoir le certificat ? Non, le plan d'audit. Le plan d'audit, c'est 2 semaines avant le jour de l'audit. Mais après, des fois, on nous le demande 1 mois avant. On dit à l'auditeur, voilà, est-ce que tu peux l'envoyer 1 mois avant ? Il n'y a pas de problème, les auditeurs s'adaptent. Hein. Mais au plus tard, c'est 2 semaines avant. Ouais, alors ça c'est bien ce que tu annonces là parce que c'est vrai que moi j'ai souvent des clients qui me disent aussi mais vous croyez que je dois contacter quand l'organisme certificateur si je veux me faire certifier cette date-là ? Alors je te laisse répondre. Alors Sarah. le mieux c'est de les contacter au plus tôt. Ouais. Donc le mieux en fait c'est de contacter les certificateurs au plus tôt dès que vous avez une idée de la date parce que c'est vrai que en fonction des auditeurs les plannings se chargent vite. Surtout en fonction des secteurs géographiques. Il y a des secteurs géographiques où il y a peu d'auditeurs, donc les plannings sont très remplis. Parce qu'il faut savoir que la plupart des auditeurs bossent pour plusieurs certificateurs. Hein. Donc c'est pas parce que vous pouvez avoir un auditeur très bien avec un certificateur et puis changer de certificateur et vous retrouver avec ce même auditeur. Alors évidemment, si le problème c'est l'auditeur, vous pouvez directement demander au certificateur de changer d'auditeur si jamais un audit ne s'est pas bien passé. Hein. Vous n'êtes pas voilà. Ou alors si ça se passe pas bien avec le certificateur, vous pouvez aussi changer de certificateur. Hein. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Donc voilà, donc plan d'audit envoyé 1 semaine, 15 jours, mais vous pouvez demander même à ce qu'il soit envoyé plus tôt. Quand vous avez le plan d'audit, le vérifiez.
pour voir si vous avez bien tous les indicateurs, s'il n'y a pas plus d'indicateurs, il peut y avoir une mécompréhension. Donc, vous vérifiez que vous êtes bien en phase avec les indicateurs que vous propose d'auditer l'auditeur. Et puis, une fois que vous avez vérifié ça, vous répondez avec les personnes qui vont être en face de l'auditeur, vous renvoyez. Et là, vous avez à attendre que l'audit se déroule. Donc, on peut passer à la slide suivante. Suivante, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, là, ça y est, elle est bonne. Donc, justement, la slide suivante, c'est une fois l'audit terminé, eh bien, les recours possibles en cas de désaccord avec l'auditeur. Donc là, effectivement, il y a plusieurs possibilités. La première, déjà, c'est de ne pas... vous avez le droit, ça, Sarah, je vais te laisser développer, mais on a le droit de ne pas signer le rapport d'audit. Tout à fait. Alors chez nous, personnellement, on ne fait pas signer le rapport. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on ne le fait pas signer. Donc ça dépend effectivement des certificateurs. Mais nous, là, on est en révision. Il faut savoir que la plupart des certificateurs révisent régulièrement leur rapport. Et là, on est en train de réviser le nôtre. Et on va ajouter par non-conformité une case où l'organisme donne son accord ou pas sur l'écart. Donc, ils auront la possibilité de refuser l'écart. Mais effectivement, vous n'êtes obligé à rien. La seule chose, c'est le PV de clôture. Ça, il faut le signer quand même, c'est important. Mais ça, c'est pas parce que vous signez le PV de clôture que vous êtes en accord avec les écarts qui ont été décelés. Mais effectivement, si vous n'êtes pas d'accord, il ne faut pas signer. Oui, le PV de clôture. Le PV de clôture, exactement, que l'audit a eu lieu, qu'il s'est bien passé et qu'il s'est terminé. Si vous ne le signez pas, le risque, c'est qu'on vous positionne un autre audit en disant non, vous n'avez pas signé, vous n'avez pas fait l'audit. Donc, signez bien le PV, c'est important quand même. D'accord. Donc en fait, la révision interne, vous pouvez revoir en interne ce qui s'est passé. Ce que disait Sarah tout à l'heure, c'est potentiellement de rappeler l'organisme certificateur pour lui dire que vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions de l'auditeur. Mais avant de passer à ça, il y a une discussion à avoir avec l'auditeur. Quand on n'est pas d'accord avec une non-conformité, il faut aller jusqu'au bout de votre explication. L'auditeur, il est là aussi pour écouter le bout de votre explication. Et il n'a pas lui à se fermer, mais aller jusqu'au bout de votre explication. Dans le cas, effectivement, alors il y a une chose aussi, vous pouvez être lors de l'audit, parfois le COFRAC lui-même peut être présent lors d'un audit. Tout à fait, effectivement, et normalement c'est prévu dans vos conditions générales quand vous signez votre contrat, c'est prévu. Malheureusement, vous ne pouvez pas vraiment refuser. Alors vous pouvez, mais c'est un petit peu délicat parce qu'en fait le COFRAC doit réaliser des audits d'observation. Donc ils viennent nous auditer nous le siège, et ensuite ils doivent faire des audits d'observation. Donc ils nous demandent la liste. Là ils viennent de me la demander, je l'ai transmis hier, la liste de nos audits sur les 6 prochains mois. Et c'est eux qui choisissent. Et à partir du moment où ils ont choisi, on ne peut malheureusement pas faire grand-chose. Voilà, s'ils ont choisi, ils ont choisi. Et puis voilà, sauf cas évidemment d'extrême, voilà, s'il y a une annulation, des choses, voilà. Mais sinon, on peut pas trop refuser. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque à faire auditer, à avoir une observation, si ce n'est que l'auditeur va devoir être rigoureux et justement aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens. Exactement. C'est-à-dire que le COFRAC n'interviendra pas. Vous n'allez pas, voilà, ils vont pas intervenir. Ils ne sont pas là pour vous auditer vous. Ils sont là pour vérifier que l'auditeur applique les règles. Voilà, tout simplement. Les règles du certificateur et les règles d'audit de manière générale. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, discussion avec l'auditeur. Si vous n'arrivez pas à discuter avec l'auditeur, discussion avec l'organisme certificateur. Si vous n'arrivez pas à discuter avec l'organisme certificateur, discussion avec le COFRAC. On est d'accord, Sarah ? Oui, tout à fait. Ouais. Les recours légaux, néanmoins, on peut le faire ? Aller vers un tribunal, est-ce que ça s'est déjà vu ? Moi, non. De mon ressort, je ne crois pas que c'est pas. Alors, chez nous, c'est sûr que non. C'est même pas. Voilà. Mais même pour les autres certificateurs, je ne pense pas que. En général,
le COFRAC suffira. C'est-à-dire que le COFRAC, eux, vont vérifier comment a traité l'organisme certificateur, voilà. Et si c'est pas traité correctement, en général, ils se font un peu remonter les pendules. Donc, en général, ça rentre dans l'ordre. Mais normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre dès que vous prévenez l'organisme certificateur. On ne devrait pas avoir à aller jusqu'au COFRAC, normalement. Bon, pour aller jusqu'au bout, on sait aujourd'hui qu'il y a eu un acteur, notamment, qui s'est fait retirer sa certification par le COFRAC. Donc, le COFRAC est très exigeant et vraiment l'autorité suprême qui va valider qui va faire en sorte que les audits soient le plus équitables possible et respectent le référentiel. Voilà, tout à fait. Le petit point aussi, c'est... alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien, mais il faut faire un petit peu attention quand même aux organismes qui, pour l'instant, n'ont pas encore leur accréditation. Ceux qui ont la recevabilité opérationnelle. Alors, il y en a certainement des très bien, mais par exemple, il y a un organisme qui avait sa recevabilité opérationnelle et qui n'a pas obtenu son accréditation. Et dans ces cas-là, ça vous force à changer de certificateur. Si vous ne le faites pas dans les délais, vous perdez votre certification, il faut tout recommencer. Si les rapports n'étaient pas terribles, en général, on vous met en place un audit complémentaire. Donc, voilà, ça peut être des choses compliquées à gérer. Donc, voilà. Et il est peut-être plus judicieux de passer par un organisme qui est déjà accrédité. Il y en a une bonne trentaine, donc il y a déjà le choix. Ok, on va passer à la slide suivante, donc les recours possibles. Donc là, on est remonté, slide suivant. Voilà, donc un peu plus difficile à lire, mais je vais vous présenter. La réussite de l'audit, en gros, s'appuie sur 3 points. La première, c'est la préparation de l'audit, donc connaître les objectifs. Donc là, c'est connaître clairement son référentiel. En tant qu'auditeur, je vous le dis, quand on a en face de nous un organisme de formation qui a son référentiel sous la main et qui comprend les attendus de chaque indicateur, qui les découvre pas, parce qu'en fait, un auditeur, en règle générale, il va lire avant de vous demander, indicateur par indicateur, il va vous les lire et du coup, pour que vous donniez votre réponse. Donc, quand vous connaissez déjà votre référentiel, c'est déjà un confort. Et puis ensuite, il y a le point organisation des documents. Moi, je sais qu'en accompagnement, je mets un point d'honneur à ce qu'il y ait une organisation qui permette à l'organisme de formation de sortir les documents facilement. Rien de pire pour un auditeur que d'attendre, de voir en face de lui une personne qui se décompose parce qu'elle cherche les documents qu'elle va lui fournir. Alors, juste une chose, tout à l'heure, Sarah parlait de échantillonnage. Plusieurs possibilités d'échantillonnage. Il y a des auditeurs qui acceptent que vous fournissiez un échantillonnage. Il va vous demander 3 dossiers en moyenne. Il y a des auditeurs qui vont vous dire présentez-moi les formations, la liste des formations que vous faites, et puis on va choisir un nombre de dossiers qui est au minimum de 3, en règle générale, quand on n'est pas un nouvel entrant, qui est au minimum de 3, et à partir de là, on va regarder si ces 3 dossiers sont conformes aux attendus des indicateurs qui les couvrent. Vous avez une règle précise, Sarah, au niveau des échantillonnages de votre côté ? Alors, on n'a pas de règle précise, ça va dépendre de la durée de l'audit, le nombre d'échantillonnages va dépendre de la durée d'audit. Effectivement, sur des demi-journées, on ne va pas être sur des très gros échantillonnages, alors quoique maintenant, effectivement, depuis l'arrêté du 31 mai, donc depuis le 1er septembre, là, vu que tous les indicateurs ne sont pas revus en surveillance quand on n'est pas nouvel entrant, ça nous permet de faire un échantillonnage un peu plus poussé, effectivement. Par contre, normalement, c'est à l'auditeur de choisir l'échantillonnage. Normalement, c'est pas à l'organisme de formation de fournir son échantillonnage. Alors après, je sais pas comment font les autres. Nous, en tout cas chez nous, c'est l'auditeur qui choisit l'échantillonnage. Alors le but, c'est pas de vous piéger, de choisir, de remonter hyper loin pour prendre un truc qui est pas conforme. Le but, c'est de regarder quelque chose de récent et surtout. Depuis l'arrêté du 31 mai, on demande la justification de l'échantillonnage. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites 15 formations en management et une formation en anglais. On va échantillonner en priorité celle que vous faites le plus. Voilà. Le but, c'est que ce soit représentatif de votre organisme de formation. Voilà les règles à peu près. Conseil ?
Voilà, des précieux conseils. En préparation, effectivement, dans tous les cas, vous savez que avant l'audit, l'organisme certificateur va également vous demander votre BPF. Donc, il y aura le chiffre. L'auditeur sera informé du nombre de formations que vous avez réalisées, du nombre de stagiaires que vous avez réalisés. Donc, il peut aussi faire coïncider les informations que vous avez lui données avec le BPF que vous avez fourni, un organigramme précis. Aujourd'hui, depuis le 31 mai, vous avez même pour une personne, il est nécessaire d'avoir un organigramme et du coup, le plan d'audit que vous allez suivre. Donc, la préparation de l'audit, elle est fondamentale. Également pour que plus vous êtes dans le confort de cette préparation d'audit, plus vous avez de visibilité sur ce qui va se passer, plus pour vous, moins pour vous, vous aurez de stress. Et du coup, il faut s'attendre au vu de ce qui repose aussi sur les épaules de l'auditeur, lui aussi est stressé. Donc, plus les deux sont préparés, plus ensuite aller dans le pendant de l'audit. Donc, pendant l'audit, on a parlé tout à l'heure de collaboration, de transparence. Donc là, il s'agit de vraiment écouter ce que demande l'auditeur, répondre à ses questions, lui faire reformuler si vous voyez que vous ne comprenez pas la question, re-questionner si vous ne comprenez pas la question, échanger si vous êtes en désaccord. Donc ça doit vraiment être un échange fructueux entre les deux. Il ne faut pas hésiter avec cette communication. Il faut être réactif, donc fournissez le maximum d'informations, fructueux dans le sens aussi, fournissez le maximum d'informations. Parfois, j'ai vu des personnes qui, à la première question, ne vous donnent pas les éléments attendus, et puis en échangeant avec eux, s'ils sont généreux dans leurs propos, on peut récupérer, se dire, en fait, si vous présentez-moi ce document, et en fait, on se rend compte que c'était pas le document qu'ils allaient nous présenter, mais que ce document va répondre à l'attendu. Donc, n'hésitez pas à fournir, expliquer l'ensemble de votre processus avant de présenter vos documents. Ça sera très important. Et puis après, pendant l'audit, gestion des découvertes. Alors, moi, en tant qu'auditrice, c'est vrai qu'il y a certaines, je vais informer des non-conformités pendant l'audit. Dès que je vois une non-conformité, je donne la non-conformité, mais il y a en fait la règle, et là pareil, tu vas dire si c'est vraiment la règle, Sarah, mais la règle, c'est qu'il y a une réunion d'ouverture à l'audit, une réunion de clôture. Lors de la réunion d'ouverture, on dit ce qui va se passer, on se présente, on dit ce qui va se passer. Lors de la réunion de clôture, avant la réunion de clôture, l'auditeur peut avoir un petit temps de préparation pour refaire un point sur chaque élément qu'il a noté et pour voir si effectivement il va mettre une non-conformité ou une conformité. Et dans la réunion de clôture, informer l'organisme des non-conformités qu'il va avoir. C'est exactement ça. Donc, mais à côté de ça, il est vrai que souvent, les auditeurs, moi la première, on va donner la non-conformité quand elle est très claire, on la donne immédiatement. Ce qui fait qu'effectivement, des fois, il y a des non-conformités quand on la donne immédiatement. Et quand on donne la non-conformité, l'organisme de formation voit tout de suite de quoi il s'agit. Et puis, dans la journée, il peut le régler parce qu'ils sont 2-3 collaborateurs. Il va demander le midi à ce que le collaborateur refasse le document. L'après-midi, il le représente. Il lève la non-conformité. Moi, j'accepte ce genre d'éléments. Dans tout cas, une non-conformité, ça peut aller très rapidement, soit pendant l'audit, quand c'est vraiment des non-conformités qui sont mineures et qui nécessitent un traitement, qui peuvent faire un traitement rapide, soit juste après l'audit et dans la semaine, j'ai envie de dire, vous répondez à l'auditeur, ça va très très vite. Donc c'est pourquoi une non-conformité, c'est pas la fin du monde. Une non-conformité, c'est un écart sur l'attendu et sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez présenté et qui peut se réparer très rapidement. Donc ça, c'est pendant. J'ai souvent qu'est-ce qu'on fait? On mange avec l'auditeur, on mange avec l'auditeur. Il n'y a pas de règle là-dessus.
Vous pouvez échanger lors du plan d'audit en disant pour le déjeuner, il y a tel endroit pour déjeuner, vous pouvez voilà, ou alors vous pouvez aller manger avec l'auditeur. Il n'y a pas de règle définie. Donc, mais au moins réfléchissez en fait, parce que c'est toujours gênant si c'est pas réfléchi. L'auditeur il sait pas ce qu'il fait, vous savez pas ce que vous allez faire. Donc réfléchissez-y et anticipez. Il peut y avoir aussi un petit peu d'anticipation sur est-ce que moi j'ai eu un audit récemment, on avait eu l'échange du comment on fait pour se garer, est-ce qu'il est possible de rentrer sur le parking, arriver un peu plus tôt parce que c'est compliqué de se garer, etc. Ça aussi c'est des informations qui sont plutôt pertinentes à expliquer. Donc voilà pour le pendant de l'audit. Après l'audit, avec l'auditeur. L'auditeur vous a posé des questions, vous avez réalisé des choses, vous les avez notées. Même en tant qu'auditrice, je note toujours des recommandations ou des éléments que je vais avoir récupérés par compréhension lors de l'audit. Et ça fait l'objet immédiatement de points d'amélioration que je vais mettre dans mon système d'amélioration continue, dans mon 32. Si vous avez des non-conformités, sachez que dans tous les cas, elles seront auditées lors de l'audit qui suit. Ça sera les premiers points qui seront audités. Et dans tous les cas, vous avez de grandes chances de retomber sur le même auditeur. Donc, dès que vous avez réalisé des choses, notez-le dans votre système d'amélioration continue. Ça fait vivre votre système d'amélioration continue. Et puis du coup, vous grandissez en même temps que vous passez des audits. Il faut que ça vous serve à vous. Et du coup, vous utilisez chacun de ces résultats comme une opportunité d'amélioration continue. Voilà. Est-ce que Sarah, tu vois quelque chose à rajouter là-dessus ? Non, c'est très clair ce que tu as dit et c'est tout à fait ça, je valide. Ok, alors on va aller sur la suite. Donc les traitements des non-conformités, c'est effectivement, donc c'est pendant l'audit, à la fin de l'audit. Là, il est important, et là j'aimerais bien que tu éclaires nos lanternes, Sarah, les non-conformités. Alors on sait qu'il y a une règle. Il y a des indicateurs qui donnent lieu à des non-conformités mineures, des non-conformités majeures, des indicateurs qui ne donnent lieu qu'à des non-conformités majeures, et les deux non-conformités ne se traitent pas de la même façon. La non-conformité mineure, l'auditeur attend un plan d'action qui doit être, les actions doivent être mises en œuvre au plus tard à 6 mois et seront auditées lors de l'audit de suivi. Pour la non-conformité majeure, en revanche, on attend un plan d'action dans les 3 mois. On attend un plan d'action et dans les 3 mois, l'organisme de formation doit présenter non pas seulement son plan d'action, mais les éléments de preuve comme quoi il a modifié, il a corrigé sa non-conformité majeure. Maintenant, il y a une petite inconnue et une petite, pas inconnue, mais quelque chose qui fluctue d'un organisme certificateur à un autre, et c'est là que je voudrais tes éclaircissements, Sarah, c'est sur le plan d'action, sur ce qui se passe entre j'ai fini mon audit, j'ai réalisé mon audit, j'ai des non-conformités, et derrière, en fait, je sais que ce qui est écrit là, sous vos yeux là, j'ai ces délais-là, mais par contre, combien de temps je dois mettre pour répondre à mon auditeur, combien de fois je peux lui répondre, si je lui réponds et qu'il me dit moi ça me convient pas, combien de fois je peux lui répondre. Ça, il me semble que ça varie d'un organisme certificateur à un autre, c'est important. Et du coup, peut-être que tu peux nous exposer vos façons de faire. Tout à fait. Alors effectivement, c'est un point qui est important et qui varie effectivement d'un certificateur à l'autre. Chez nous, il y a 2 semaines. Vous avez 2 semaines pour envoyer vos plans d'action. Effectivement, les mineurs, c'est pas forcément vérifié tout de suite. Si vous souhaitez lever les mineurs, vous avez aussi l'opportunité de le faire. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de trier. Vous pouvez envoyer, si vous arrivez à tout lever dans des délais, vous pouvez effectivement tout envoyer. Il n'y a pas de problème. Mais dans tous les cas, ce sera revérifié à l'audit d'après. Et donc effectivement 2 semaines, nous il n'y a pas de limite en termes d'échange avec l'auditeur, donc ça va dépendre
des auditeurs. Hein. Il y a certains auditeurs qui vont dire voilà, écoutez, on peut échanger 2-3 fois par mail. Voilà, il y en a qui vont le dire. Et puis il y en a qui, quand ça fait par exemple 3-4 fois que ça convient pas, ils vont prendre contact avec nous, ils vont dire voilà, est-ce que vous pouvez prendre le relais, voilà. Et donc nous, ça peut arriver qu'on prenne le relais parce que des fois il y a des incompatibilités aussi. Hein. Il y a des fois entre des auditeurs et des clients, ça ne passe pas. Et donc voilà, on prend le relais quand il y a besoin. Voilà. Donc ça, c'est important. Vous pouvez le demander au moment de la signature, avant la signature, de regarder moi, j'ai vu des organismes certificateurs qui disaient vous avez le droit qu'à 2 échanges avec l'auditeur. Là, on voit qu'il y a plus de liberté. C'est important parce que ça vous met le stress par rapport à la gestion de vos non-conformités. Donc, on part sur l'idée qu'on n'aura pas de conformité, mais une non-conformité est toujours possible dans la mesure où c'est de la communication et que chacun y a une interprétation. Et du coup, c'est les modalités de l'organisme certificateur avant de signer avec l'organisme certificateur. On va voir le slide suivant. Les traitements. Donc, en conclusion, pour réussir son audit, on va avoir plusieurs petits tips. C'est soyez détendus. En accompagnement, j'ai des organismes, il y a même des gens qui ont un petit peu, qui sont tellement tendus qu'ils n'osent même pas aller vers Calliope en se disant ça va être horrible, je peux pas. C'est pas si horrible que ça, Calliope. Formation et au niveau de la formation plus particulièrement, sur du pilotage et sur de la veille. Donc ça englobe votre activité dans sa globalité et quand vous le comprenez mieux, en fait ça vous structure. À côté de ça, si vous êtes bien préparé, soyez détendu. Voyez ça comme une observation de ce que vous mettez en place et puis un regard externe qui va vous permettre de encore mieux vous améliorer. Il n'y a pas, vous aurez, je pense que Sarah, tu peux nous donner le pourcentage de personnes qui n'ont pas la certification à l'issue des audits. Il est inférieur à 1%, je sais même pas, j'ai qu'une seule personne qui ne l'a pas eu. Sur plus de 1000, donc c'est parce que la personne faisait tout à l'oral. C'était quelqu'un qui était de la vieille école et puis qui m'a dit moi je veux pas changer mes pratiques, c'est comme ça, tout le monde me connaît comme ça et ça sera comme ça. Je lui ai dit écoutez monsieur, ça voilà, ça sera pas possible, mais voilà, il y aura pas de certification quoi. Voilà. Donc voilà, mais effectivement je suis totalement d'accord avec ce que tu as annoncé. Il faut vraiment le prendre. Les auditeurs, ils sont pas là pour vous chercher des écarts. Ils sont là pour vérifier, pour voir comment vous fonctionnez, vérifier que vous répondez aux attendus du référentiel. Ils sont bienveillants. Je veux dire, ils sont pas là. Alors, il y a toujours des exceptions, mais on va dire que l'essentiel des auditeurs, comme je vous disais, sont formateurs ou ont une activité de formation, donc ils connaissent votre milieu, ils savent comment ça fonctionne. Par contre, important, n'essayez pas de tricher ou de mentir. Vraiment, c'est un gros conseil. Ouais. Il vaut mieux avoir des écarts. Ouais. C'est pas grave. Vous avez des délais, vous pouvez corriger, vous aurez la certification derrière, c'est pas grave. Mais si on se rend compte qu'il y a eu des fausses, qu'il y a eu du faux, qu'il y a eu des mensonges, ça peut être relativement grave. Alors déjà, vous n'aurez pas votre certification, ou alors il y aura un retrait par la suite. Ou alors il peut y avoir des poursuites. Donc vraiment, ne pas mentir, ne pas essayer de cacher des choses, parce que les auditeurs, il faut savoir qu'ils ont des dons pour ça, ils vont tomber sur les trucs où il faut pas aller, le dossier qu'il faut pas regarder. Donc voilà, expliquez comment vous fonctionnez. S'il y a des petites choses qui vont pas, c'est pas grave, vous avez le temps pour corriger. Voilà, soyez honnête et puis échangez avec l'auditeur. Voilà. Donc voilà, soyez à l'écoute de l'auditeur. Ces questions vont vous faire vous améliorer probablement, en tout cas, mais améliorer votre processus et n'hésitez pas. Alors, il y a des questions. Quelles sont les questions ? Question à l'audit initial, nouvel entrant, formation en sous-traitance et 0 formation en direct vendue, mais documentée. Quid au moment d'audit suivi si la situation est identique ? En fait, en tant que nouvel entrant, depuis le 31 mai, vous avez l'obligation d'avoir une formation mise en œuvre. Alors, j'ai eu la question récemment, elle doit être mise en œuvre par rapport avec le processus Calliope ou
pour un nouvel entrant? Alors, il y a pas de règle. Est-ce que ça doit être mis en place avec le processus Calliope ou pas? La règle, c'est qu'il doit y avoir au moins eu une session de réalisée. Après, effectivement, si c'est pas avec le référentiel, le problème, c'est qu'il y aura pas mal d'écarts, certainement, peut-être. Donc, après, il vaut mieux passer l'audit peut-être et avoir des écarts, les corriger, que attendre de la session d'après. Après, ça, c'est... Parce que j'ai eu le cas, j'ai eu un audit avec un nouvel entrant la semaine dernière, pour rien cacher, et cet organisme a mis en place une formation, donc en respectant au mieux le référentiel Calliope. Mais il est vrai que sur un point, en fait, comme ils étaient dans le début du démarchage, par exemple, sur la convocation, c'était une convocation en main propre pour répondre à l'indicateur 9 sur comment vous spécifiez le déroulement de l'audit. Et du coup, l'auditeur derrière dit à mon client, en fait, là, je n'ai pas de preuves. Et on a eu cet échange où l'auditeur était d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas, aujourd'hui, c'était pas allé jusque-là. Le fait que effectivement, on imposait au nouvel entrant d'avoir une formation, mais qu'on n'allait pas jusqu'à imposer à ce que cette formation soit aux normes Calliope. Derrière, en fait, pour répondre, la cliente a envoyé un message à la cliente et a mis une procédure en place qui a suffi. Mais effectivement, on peut se poser cette question. Tout à fait. Comme idem pour les sous-traitants, c'est-à-dire que si vous avez fait de la formation uniquement en sous-traitance, vous êtes apte à passer l'audit. Mais il faut être conscient que si c'est vous le sous-traitant, il y a peut-être des indicateurs auxquels vous n'aurez pas accès. Vous n'aurez pas accès à certaines informations. Donc, le but, c'est il faut prendre contact avec l'organisme et essayer d'obtenir le maximum de documents et d'informations pour pouvoir répondre à tous les indicateurs. Voilà. Donc, au moment de l'audit de suivi, normalement, l'audit de suivi va prendre en considération ce qui s'est passé depuis l'audit initial jusqu'à l'audit de suivi. Donc, on ne va pas avant l'audit initial. C'est bien ça, Sarah? Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, pour cette question. Ensuite, une question de Lydie, question peut-être un peu spécifique, mais en tant qu'organisme de formation, si nous intervenons en sous-traitance pour un autre organisme de formation, est-ce que notre certificat Calliope suffit? Ou devons-nous fournir toutes les pièces demandées, comme par exemple le CV et diplôme de nos formateurs? Il va falloir répondre à tous les indicateurs également. Ouais, tout à fait. Pour un autre organisme de formation. Ah oui, donc ça c'est nouveau aussi alors. Alors, je vais être sûre d'avoir bien. Tu peux me répéter si moi je suis organisme de formation et que j'interviens en sous-traitance pour un autre organisme de formation. Alors non, pour l'instant les sous-traitants n'ont pas d'obligation de certification pour l'instant. Voilà. Non, mais si vous êtes certifié vous-même Calliope, mais s'il n'y a pas, non, pour l'instant il n'y a pas d'obligation de certification pour les sous-traitants. Normalement, bon, ça fait quelques temps qu'ils en parlent, mais ça devrait sortir normalement. Ils parlent de début 2024. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. La sous-traitance devrait arriver avril 2024, c'est ça. On doit avoir une version 8 qui va arriver en fin d'année et la gestion de la sous-traitance plus particulièrement. Petite info, la version 8 est sortie ce jour. Elle est sortie ce matin. La version 8 des guides lecture est sortie ce matin. Bon, ça veut dire, maintenant qu'on a la version 8, pour tous les organismes de formation qui sont Calliope, prenez vite la lecture de cette version 8 parce que vous avez 2 mois pour mettre en œuvre les modifications. Exactement, il y a 2 mois pour l'appliquer, ouais, tout à fait. Donc il y a pas mal de nouveautés. Il y a beaucoup, alors pour ceux qui démarrent Calliope, ça va être beaucoup plus simple pour vous avec la version 8 parce qu'elle est beaucoup plus détaillée. Aussi du tout à fait. Ouais. Et voilà, il y a des qui la lire en ligne. Parfait. Nouveauté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme astuce, Quentin, si tu peux nous tourner la page. Donc, effectuer une auto-évaluation, c'est pas mal. Faire un audit blanc avant l'audit, c'est super intéressant parce que Sarah nous disait l'auditeur a toujours le don pour tomber sur ce qu'il ne faut pas. En fait, l'audit blanc permet justement de ça, de se rendre compte. Des fois, on a tellement le nez dedans qu'on ne se rend pas compte. Et moi, il arrive fréquemment d'être consulté pour un audit blanc. Et d'ailleurs, et dans l'audit blanc, on se rend compte que ce point-là, en fait, sur ce dossier-là, on ne l'avait pas fait. Donc l'audit blanc, c'est quand même un bon moyen.
Organisez vos documents. Alors, dans l'organisation du document, il y a évidemment une arborescence claire où on va retrouver vite les documents. Mais plus loin que ça, hein, je vais vous sensibiliser sur le fait de classer, nommer vos documents avec une charte de nomination. C'est super important. Enfin, la charte de nomination de vos documents, ça devrait être la base de la qualité. Ça permet vraiment de savoir sur quelle version on est, sur quel document et où est-ce qu'on peut trouver le document. Impliquez toutes vos équipes, c'est dommage. Trop souvent, il n'y a qu'une personne qui répond à l'audit. Et puis derrière, on se rend compte que du coup, plus compliqué de demander aux formateurs. Si les formateurs n'ont pas le sens de l'attendu, compliqué pour eux derrière de répondre. Donc n'hésitez pas à créer des réunions en tant qu'organisme de formation ou imposer des réunions à vos formateurs pour les sensibiliser sur tel point, sur l'analyse, alors peut-être l'analyse du besoin, c'est vous qui allez le faire au niveau administratif, mais le positionnement, les évaluations, avoir des preuves, des évaluations, etc., parce que ça rentre dans le cadre de l'audit. Et puis on verra que plus, en fait, d'avoir un déroulé, de bien définir s'ils adaptent la formation, tout ça, ça permet aussi, pour aller plus loin, moi ce que j'aime me proposer aussi aux organismes de formation, c'est que Calliope tenir un système qui permette de s'appuyer pour la stratégie de l'organisme de formation. On peut aller très loin dans l'analyse et la définition de la stratégie de l'organisme de formation par rapport aux informations qu'on collecte auprès de nos clients. Et d'ailleurs, pour parler de la collecte, soyez aussi au clair avec votre politique RGPD. C'est important. C'est pas encore audité dans Calliope, mais soyez au clair avec votre... Je pense qu'on arrive à la fin, là. Hop. Bon, transparent, précis, on l'a parlé. Montrer des preuves tangibles, on en a parlé. Les actions correctives. Bon, globalement, vous avez eu toutes les astuces. Je crois qu'on termine là. Quentin, je crois qu'il n'y a plus d'autres slides. Tu peux vérifier. Mais du coup, voilà. Les audits Calliope impliquent une préparation minutieuse, une compréhension approfondie des critères. C'est ce que je vous ai dit en base, une organisation efficace des documents d'épreuve, l'implication des équipes. Voilà. On peut passer du coup, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu, si vous avez des questions qui concernent Sarah, profitez-en. Vous avez un organisme certificateur sous la main. Donc, vous avez 5 minutes pour les quelques questions. On vous écoute. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? J'espère que on a répondu à vos attentes. J'espère que tout ça vous amène de la réflexion. Dans tous les cas, on est à votre écoute. Je vous ai mis les coordonnées alors vous recevrez le support. Hein, je vous ai mis les coordonnées de Atalia Certification, qui est un centre de certification qui est basé en Bretagne, mais qui intervient sur toute la France. Qui est certifié COFRAC également, qui fait partie des 32 de la liste. Vous aurez mes coordonnées et dans tous les cas, vous aurez les éléments concernant ce webinaire avec le replay. On vous interrogera par la suite sur la satisfaction que vous avez eue de ce webinaire. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire jusqu'au bout. J'espère qu'on a éclairci vos lanternes. J'avais vu vos analyses de besoins et effectivement, il y avait des personnes soit en attente de devenir auditeur. Donc là, ils pourront peut-être contacter directement. Sarah, tu cherches peut-être encore des auditeurs ?
Alors oui, alors on est toujours à la recherche d'auditeurs, parce que le but c'est que voilà, on est donc certification sur 3 ans. Le but c'est idéalement de changer à chaque cycle d'audit, de changer d'auditeur à chaque cycle pour avoir toujours garder une pertinence, un œil nouveau, voilà. On peut au maximum garder 2 cycles, mais après ça fait beaucoup. Donc le but c'est donc effectivement dans chaque ville, dans chaque grande ville, c'est bien d'avoir plusieurs auditeurs. Donc oui, on est toujours en recherche d'auditeurs constamment. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, donc pour ceux, il y avait quelques personnes qui se posaient la question de devenir auditeur. Pour les autres qui ont des audits de suivi qui vont arriver ou qui se posaient des questions concernant leur situation Calliope, vous pouvez nous contacter. Nous, on accompagne, on a des offres. On peut faire un accompagnement ponctuel, on peut faire un accompagnement plus long. On a des accompagnements qui vont de vraiment un audit blanc qui vous permet de vous rassurer par rapport à ce que vous faites. On a des abonnements avec des audits blancs qui avant chaque audit obligatoire pour vous préparer. Et puis vous avez le droit aussi vous avez des séances de coaching, vous avez la veille qui vous est fournie. Parce que la veille, c'est un point dans les audits, c'est toujours un point qui fait un peu crisser les dents. Donc ça, c'est sur des professionnels, même si vous avez des outils. Parce que faire la veille, c'est très simple, mais l'exploiter, c'est moins simple. Et montrer que vous l'avez exploité, et ça rentre aussi dans le système d'amélioration continue. Donc on a ce genre d'offres, on a des offres tout à fait adaptées où on fait des accompagnements complets et c'est au forfait, où là vous avez la possibilité, l'idée c'est que vous avez autant d'heures d'accompagnement que vous voulez jusqu'à ce que vous ayez bien compris le référentiel. On prend en considération comment vous travaillez aujourd'hui et les attendus sur qu'est-ce que le référentiel, quels sont les attendus et comment je dois y répondre. Et une fois que vous êtes prêt, on vous propose des noms d'organismes certificateurs si vous n'en avez pas. Et derrière, en fait, on vous accompagne jusqu'à la mise aux conformités, si toutefois, parce que même accompagné, vous pouvez avoir des non-conformités, même si on a mis plein de procédures. Des fois, c'est des non-conformités qui viennent parce qu'on vous a demandé des choses, par exemple. L'ERP niveau 5, vous avez souvent, ça c'est aussi un truc qui bloque. L'indicateur 17, on vous demande d'avoir au niveau indiqué, on vous demande le bail au niveau du référentiel, mais c'est plus que le bail, c'est le bail avec un ERP niveau 5 qui est attendu. Ou alors il faut un du RP. Donc voilà, on vous accompagne sur ça et puis après on est à l'écoute de vos attendus et on peut s'adapter à vos besoins. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis, j'espère à très bientôt et belle continuation.